Et on en parle tout de suite dans la revue de presse avec Julien Chihida. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Et elle a une justement ce congrès de l'Union internationale pour la préservation de la nature qui débute aujourd'hui à Marseille. Oui, 8 jours de congrès, scientifiques, entrepreneurs et entre autres hommes politiques se réunissent pour ce qui ressemble encore et toujours un peu à un sommet de la dernière chance, donc, comme vous le disiez, pour enrayer cette érosion de la diversité. Le Figaro consacre, vous le voyez ici, une grande double page à cet événement majeur pour l'environnement. Parmi les urgences évoquées, il y a l'adoption d'un cadre de protection de la Méditerranée qui est aujourd'hui considérée comme l'une des mers les plus polluées du monde, ou encore cette lutte, la lutte contre la pollution du plastique. Le journal précise que si rien n'est fait d'ici 2030, la quantité de plastique rejeté dans les océans pourrait être triplée. C'est un sujet... Oui, excusez-moi, on va y arriver. C'est un sujet qui concerne évidemment tout le monde. Aux États-Unis, Joe Biden a fait de la lutte contre le réchauffement climatique une de ses priorités. Mais cela n'arrange pas les affaires de tout le monde. Eh bien, c'est en tout cas l'avis de Paul Krugman, qui est chroniqueur New York Times et aussi prix Nobel d'économie, donc quelqu'un qui compte quand même, et qui tire à boulet rouge contre les plus grosses firmes américaines et qui l'accuse de vouloir tout simplement saboter la lutte contre le réchauffement climatique. Il explique que le plan d'investissement de Joe Biden, qui est à peu près de 3 500 milliards de dollars, impliquerait entre autres une hausse importante des taxes et surtout ça viserait à faire un virage inédit vers une décarbonisation de l'industrie, c'est-à-dire moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Or, d'après l'économiste, les producteurs d'énergie fossile américains feraient tout pour enrayer ce développement au motif qu'elles auraient, selon elles, trop à y perdre. Et pourtant, les États-Unis viennent de vivre plusieurs événements climatiques extrêmes. Il y a eu les récents incendies en Californie ou encore les conséquences de l'ouragan Ida. On en parlait dans le journal qui a endeuillé l'État de New York. Oui, vous le disiez à l'instant, au moins 45 morts, environ 200 000 foyers privés d'électricité à Philadelphie. La Grande Pomme n'avait pas connu pareille tempête depuis l'ouragan Sandy en 2012. Les preuves du réchauffement climatique sont bien là et ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, écrit le New York Times dans un long reportage sur les dégâts majeurs causés par l'ouragan, le quotidien donne la parole à des spécialistes du climat qui sont unanimes. Ces événements qui étaient autrefois cataclysmiques et rares, vont désormais devenir presque habituels. À New York, c'est surtout l'intensité des pluies qui a choqué les habitants et pourtant cela pourrait encore continuer dans les années à venir et peut-être de manière encore plus intense, des images auxquelles vont devoir peut-être s'habituer aussi les New-Yorkais, à en croire les scientifiques. Pendant ce temps, les États-Unis font la leçon à la Chine pour prendre à bras-le-corps la question du climat. Oui, avec cette phrase de John Kerry, le représentant spécial du climat américain, qui lance à la Chine « Il faut décarboner », puisque la Chine reste loin devant les autres, le principal émetteur de CO2 de la planète. Sauf que cette petite phrase, cette petite initiative de l'Américain est moquée par le Wall Street Journal, tant les intérêts chinois sont ailleurs. Après les messages offensifs de Joe Biden à l'égard de la Chine, Pékin entend satisfaire les demandes de son rival en échange de concessions politiques majeures, notamment l'abandon du soutien américain à Taïwan, que la Chine revendique, ou encore la réduction de l'influence américaine en Asie-Pacifique. Vous le voyez, pour Pékin, la lutte contre le réchauffement climatique est très loin d'être une priorité. On reste en Chine où le gouvernement a décidé de limiter très fortement l'accès aux jeux vidéo pour les mineurs. On en parlait déjà en début de semaine, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, l'idée de départ, c'est de lutter contre ce que le gouvernement chinois nomme l'opium mental des jeunes, provoqué par une consommation trop importante de jeux vidéo, trop isolés, risque d'obésité, échec scolaire. Désormais, les moins de 18 ans ne peuvent jouer en ligne que 3 heures par semaine, entre le vendredi et le dimanche, et 1 heure par jour. Tout l'intérêt maintenant, c'est de trouver le bon équilibre entre loisirs et éducation, d'où cet appel lancé par un quotidien hongkongais, le China Daily, de créer des jeux plus pédagogiques qui serviraient surtout les jeunes, au lieu, dit le journal, de remplir les coffres des fabricants. Mais interdire n'est pas forcément la bonne solution, d'après une psychologue américaine. Elle témoigne dans le Washington Post que ce n'est pas à un gouvernement qui plus est autoritaire de fixer des limites, mais bien aux parents, surtout que d'après elle, aucune étude sérieuse, scientifique, ne montre que les jeux vidéo peuvent avoir un effet nocif sur la santé. Elle écrit qu'aucun gouvernement aussi ne devrait pouvoir légiférer sur le loisir de ses concitoyens. Et avant de clore ce dossier, vous vouliez faire mention d'une utilisation particulièrement originale du jeu vidéo. Oui, ça se passe à Montréal, au Canada, où les autorités locales ont décidé le jeu vidéo pour inciter, je le cite, à la vaccination des plus jeunes contre le Covid-19. On peut lire ça dans le Montréal Gazette. On y découvre que la plupart des 12-17 ans a bien commencé à se faire vacciner, mais ce n'est pas assez, selon la mairie.
Alors pour changer cela, la ville va organiser un grand concours de jeux vidéo courant septembre, accessible seulement à ceux qui sont vaccinés, avec à la clé des gains qui peuvent aller jusqu'à 25 000 $ tout de même. Oui, c'est la façon d'appâter les jeunes. Allez, avant de se quitter, on parle de ce comeback très attendu dans le monde musical, celui du groupe ABBA qui va sortir un nouvel album. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient séparés. Et je sais que ça va vous plaire. Il n'y a qu'à regarder les unes de la presse britannique. Je vous en montre juste une seule, mais la plupart de la presse britannique montre cette photo du groupe mythique suédois qui annonce donc ce nouvel opus. Voyage qui va sortir dans les bacs le 5 novembre. C'est tout juste 40 ans après leur dernier album. Une tournée est même évoquée à partir du printemps prochain. Ça aura lieu à Londres, d'après The Guardian, avec des concerts d'un nouveau genre. Ce ne seront pas les membres du groupe qui seront sur scène, mais leurs hologrammes. C'est pour ça qu'on les voit dans des tenues un petit peu futuristes. Donc ce sera leurs hologrammes qui seront présents sur scène auprès d'une dizaine de musiciens, histoire de jouer encore plus sur la nostalgie. Oui, sur la nostalgie, puis ça permet aussi de moins se fatiguer. Après 40 ans, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Julien. C'était la revue de presse.